Alors, bonjour tout le monde. Maintenant, on va faire l'examen de hiver 2019. Donc, si vous voyez cet examen-là, il y a de l'air d'être long. Ne paniquez pas, c'est parce que j'ai trois groupes cette session-là. Alors, j'ai mis toutes leurs questions ensemble. Il y avait quelques questions qui étaient similaires. Des fois, c'était la même question pour deux groupes différents, mais c'était pas trois examens identiques. Il y avait des différences entre les examens. Donc, c'est ça. C'est pas un examen qui est particulièrement long, c'est juste que c'est pour trois groupes. Donc, question numéro 1. Pour un projet, on suppose que l'investissement initial, c'est 2,88 millions. Les cash flows 1, 2, 3, 4 et 5 sont de 850 000 et le taux d'actualisation, le coût moyen pondéré du capital, c'est 6,25 Quelle est la vente du projet? Alors, ça devait être une question qui est relativement facile. Je pense que ça valait juste un point. Alors, la vente, ben, c'est tout simplement moins 2,8 millions l'investissement initial plus la valeur actuelle d'une rente de 5 paiements de 850 000 escomptés à 6,25. Alors, 676 289 Si afin de tenir compte de l'incertitude des cash flows, on utilise une prime de risque de 2 quelle est la vente du projet? Donc, il y a deux façons que vous pouvez faire ça. Vous pouvez prendre 6,25 et ajouter 2 ou bedon, vous pouvez faire 1 plus le taux réel fois 1,02 est égal à 1 plus le taux nominal. La plupart des étudiants ont tout simplement utilisé 8,25 Alors, c'est le même calcul, mais escompté à du 8,25 et donc, la valeur présente est de 491 559. Au lieu d'utiliser une prime de risque, on utilise des équivalences de certitude. Donc, des équivalences de certitude, ce que ça veut dire qu'on utilise un certain pourcentage du cash flow attendu. Donc, si j'utilise une équivalence de certitude de 98 ça veut dire que j'assume que je vais juste recevoir 98 du cash flow pour être un peu conservateur dans mes estimés. Alors, c'est généralement un chiffre entre 0 et 1. Et je dis que pour le premier cash flow, j'utilise C. Pour le deuxième cash flow, j'utilise 0,98C, troisième 0,96, 0,94 et 0,92 fois C pour les années 1 à 5. Ça veut dire que chaque cash flow est multiplié par leur équivalence de certitude et c'est tout simplement pour être un peu plus conservateur. Remarquez que les équivalences de certitude les plus éloignées ont des valeurs qui sont de plus en plus petites parce que le cash flow est de plus en plus incertain. Donc, la valeur du projet, c'est tout le temps l'investissement initial, plus l'équivalence de 850 000 fois C pour la première année, divisé par 1 plus I égale à 1. Pour la deuxième année, on prend le cash flow fois 0,98C escompté avec deux périodes. Troisième cash flow fois 0,96C escompté avec trois périodes. 94 et 92. Et on dit quelle est la valeur C qui rend la vanne de ce projet égale à 0. Et donc, on a un peu de calcul à faire. Euh, euh, et on doit trouver une valeur de C qui est égale à 84,145 Donc, en d'autres mots, le premier cash flow, on va juste s'attendre à recevoir 84 de sa valeur. Et le cash flow après ça, c'est 0,84 fois 0,98 du 850 000. Donc, on assume encore moins que 84 juste pour être conservateur. Et si on utilise une équivalence de certitude de 84 ça voudrait dire que la vente du projet, elle est pas mal basse. Elle serait de 0. Question numéro 2. La vente est égale à l'investissement initial plus le cash flow au temps 1 escompté avec une période d'intérêt, plus le cash flow au temps 2 escompté avec deux périodes d'intérêt. Alors, on vous donne les distributions ici. Alors, le cash flow au temps 1 peut valoir 12 500, 15 000, 17 000, 20 000, 22 500 avec ses probabilités respectives. Le cash flow 2 peut avoir ces valeurs-là avec ses probabilités respectives. I est égal à 8,17 l'investissement initial est égal à 30 000. Les cash flows sont indépendants. Alors, les cash flows sont indépendants, ça veut dire qu'un cash flow n'influence pas un autre cash flow. Alors, important avec l'indépendance, je vous ai déjà dit ça, est-ce que la note de votre intra et la note de votre finale sont indépendants? Non. Il y a des bonnes chances que celui qui a performé très bien à l'intra va performer très bien au final.
Mais si je lance un dé et je lance un deuxième dé, est-ce qu'un dé va influencer le deuxième? Est-ce que le deuxième va influencer le premier? Non, ils sont indépendants. Un n'affecte pas l'autre. Quelle est la valeur attendue du cash flow 1? Alors, c'est 12 500 fois 5 plus 15 000 fois 15 plus 17 500 fois 60 plus 20 000 fois 15 plus 22 500 fois 5 qui nous donne 17 500. C'est juste une coïncidence que c'est une valeur. Ces deux-là sont indépendants. Quelle est la variance du premier cash flow? Alors, il y a deux façons de faire le calcul. Ici, je l'ai fait avec l'espérance de cash flow au carré moins l'espérance du cash flow qui est déjà calculée au carré. Mais vous pouvez faire l'espérance de cash flow moins la moyenne, 17 500 au carré, qui est l'autre façon de faire le calcul. Ici, je l'ai fait d'une façon, mais les deux façons sont bonnes. Donc, j'ai calculé l'espérance du cash flow au carré. Donc, 12 500 au carré fois 5 plus 15 000 au carré fois 15 et ainsi de suite. Et ça nous donne un chiffre qui est très grand. Ne vous inquiétez pas quand vous voyez un chiffre qui est énorme. Pourquoi? C'est un chiffre qui est au carré. Et ça, c'est juste une étape intermédiaire. Et donc, ça nous donne 310 625 000. La variance, ben, c'est égal à l'espérance au carré moins l'espérance au carré. Donc, l'espérance au carré moins l'espérance au carré. Et donc, 4 375 000. Encore une fois, on a un pas mal de gros chiffres considérant que nos cash flows sont grands. Mais si vous faites la racine carrée de 4 millions, vous allez avoir quelque chose aux alentours de 2100 $. Et ça, c'est l'écart type. Et l'écart type devrait être de même ampleur que les cash flows. Quelle est l'espérance de cash flow 2? Même principe. Probabilité fois possibilité, on fait la sommation. Quel est l'écart type de cash flow 2 maintenant? Alors, pour calculer l'écart type de cash flow 2, on va faire la même chose. On va calculer l'espérance de cash flow 2 au carré. Alors, l'espérance de cash flow 2 au carré. Alors, l'espérance de cash flow 2. Oups, cancel. Et par la suite, on va faire l'espérance de cash flow 2 au carré qui nous donne un très gros chiffre. Ce très gros chiffre moins l'espérance au carré nous donne 25 millions et la racine carrée de la variance, ça nous donne l'écart type. Alors, la racine carrée de 25 millions, c'est 5 000. Quelle est l'espérance de la vanne? Alors, l'espérance de la vanne, ben, c'est tout simplement l'espérance de l'investissement initial plus la valeur présente du premier cash flow plus la valeur actuelle du deuxième cash flow. Et donc, vu que l'intérêt, au dénominateur, c'est une constante, alors on peut tout simplement sortir le cash flow de notre équation. Alors, la réponse donne l'investissement initial plus l'espérance du premier cash flow divisé par 1 plus i, plus l'espérance du deuxième cash flow divisé par 1 plus i au carré. On a calculé cash flow 1, l'espérance de cash flow 1 et de cash flow 2 dans les questions A et C. Et donc, on est capable de calculer la vanne du projet. Quelle est la variance de la vanne? Alors, la variance de la vanne, c'est la variance de I0 plus cash flow 1 plus escompté plus cash flow 2 escompté avec 2 périodes. Alors, ici, il faut utiliser la formule. Dans la feuille de formule, il faut utiliser la grosse formule qui est ici pour la variance. Alors, la variance de AX plus BY plus C, c'est égal à A carré fois la variance de X plus B carré fois la variance de Y plus 2AB covariance entre X et Y. Et vu que les cash flows sont indépendants, il n'y a aucune covariance entre elles. Donc, cash flow 1, X c'est cash flow 1 et A c'est 1 divisé par 1 plus I. Y c'est cash flow 2 et B c'est 1 divisé par 1 plus I au carré. Et C, c'est notre investissement initial. Et donc, on peut plugger cette formule ici. Alors, la variance de AX plus BY plus C, c'est égal à A carré fois la variance de X plus B carré fois la variance de Y plus 2AB fois la covariance entre X et Y. Et donc, ici, je devrais... alors, c'est ça. Alors, la formule qu'on utilise, c'est celle ici. C, c'est notre constante, c'est l'investissement initial, alors le moins 30 000. Cash flow 1, c'est notre X. A, ben, c'est tout simplement égal à 1 divisé par 1 plus I. Y, c'est notre cash flow 2.
Et B, c'est égal à 1 divisé par 1 plus I au carré. Et donc, la variance de la vente, et il n'y a aucune covariance entre cash flow 1 et 2 parce qu'ils sont indépendants. Donc, la variance devient maintenant, alors si on regarde la formule, alors A au carré fois la variance de X plus B au carré fois la variance de Y plus 2AB fois la covariance entre X et Y. Donc, A est égal à 1 divisé par 1 plus I. Donc, A au carré, c'est 1 divisé par 1 plus I au carré fois la variance du premier cash flow. B, c'est 1 divisé par 1 plus I au carré. Donc, 1 divisé par 1 plus I au carré fois la variance du deuxième cash flow. Alors, Y, c'est le deuxième cash flow. Et la covariance entre X et Y, elle est nulle. Donc, il n'y a rien par la suite. Et donc, la variance du projet, elle est égale à quasiment 22 millions. 21 999 578. De toutes les questions jusqu'à présent, c'est probablement elle qui était la plus difficile. Puis si je ne me trompe pas, c'est probablement celle qui était la moins bien réussie à l'examen. Question 3. Alors, OK, alors ici maintenant, la vanne est égale à l'investissement initial plus cash flow 1 divisé par 1 plus I plus cash flow 2 divisé par 1 plus I. Je vous donne cash flow 1, cash flow 2, je vous donne l'investissement initial. Cependant, maintenant, le taux d'intérêt est différent. Et là, ça va être quelque chose qui est très important. Vu que c'était un chiffre qui était au numérateur, il n'y avait pas de problème, on pouvait prendre l'espérance. Mais maintenant, vu que c'est au dénominateur, on ne peut plus prendre l'espérance. Parce que quand c'est au numérateur, pour la question précédente, on regardait cette formule ici. Alors, l'espérance de AX plus BY plus C. Alors, X et Y, c'était les cash flows qui étaient au numérateur. Mais s'ils sont au dénominateur, cette formule ne fonctionne plus. Et donc, on doit calculer toutes les possibilités. Donc, il y a deux taux d'intérêt possibles pour I et il y a deux taux d'intérêt possibles pour I1 et I2. Donc, le projet peut avoir 4 valeurs possibles. On doit établir quelles sont ces 4 valeurs possibles et on va les pondérer selon les probabilités de chacun de ces valeurs. Donc, quelle est la valeur attendue de I? Ben, c'est tout simplement probabilité 6 fois 75 plus 6,25 fois 25 Et donc, I1, en moyenne, on s'attend à 6,0625 Quelle est la variance de I1? Encore une fois, on va calculer l'espérance de I1 au carré. Alors, 6 au carré fois 75, 6,25 au carré fois 25. Et ça nous donne un chiffre. Et la variance, c'est tout simplement ce chiffre moins le premier chiffre au carré. Alors, l'espérance de I1 au carré moins l'espérance de I1 au carré. Donc, 36,76525 moins le taux d'intérêt au carré. Et donc, ça nous donne un taux d'intérêt qui est égal à 0,0000117,1875. Ne vous inquiétez pas pour les arrondissements. Il y avait beaucoup de répondants qui avaient des chiffres qui étaient pas nécessaire de garder toutes les décimales. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait 5 chiffres qui étaient des zéros avant la virgule. Quel est le coefficient de variation de I1? Alors, le coefficient de variation, c'est l'écart type divisé par l'espérance. Donc, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. L'espérance, c'est donné 6,0625 Et donc, le coefficient de variation, c'est 1,78 Quelle est l'espérance de I2? Encore une fois, 6,3 fois 0,6, 6,5 fois 0,4. Quel est l'écart type de I2? 6,3 au carré fois 0,6, 6,5 au carré fois 0,4, c'est l'espérance de I2 au carré. Et on soustrait 6,38 au carré qui nous donne la variance. Et l'écart type, maintenant, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Quelle est l'espérance de la vanne, par contre? L'erreur la plus commune qui a été utilisée ici, c'est qu'on a tout simplement calculé la vanne avec l'espérance de I1 et l'espérance de I2. Mais le problème, c'est que I1 et I2 sont au dénominateur. Une autre chose, I1, c'est le taux d'intérêt de la première année. I2, c'est le taux d'intérêt de la deuxième année. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ont pris I1 pour cash flow 1 puis ont pris I2 pour cash flow 2. Pour I1, c'était bien. Mais pour I2, le cash flow au temps 2, on doit l'escompter avec 2 périodes d'intérêt. La première année, on a un taux d'intérêt
et la deuxième année, on a un taux d'intérêt. Donc, on doit tenir compte de ça. Alors, la prochaine question, c'était la question qui était la moins bien répondue. Alors, il y a 4 possibilités. Soit que tu as 6 pour la première année et 6,3 pour la deuxième, soit que tu as 6 pour la première année et 6,5 pour la deuxième année. Soit que tu as 6,25 pour la première année et 6,3 pour la deuxième, ou soit que tu as 6,25 pour la première année et 6,5 pour la deuxième. Donc, on doit calculer la valeur du projet pour les 4 possibilités. Et pour chacune des probabilités, on va assigner une probabilité. Alors, la probabilité d'avoir 6 pour la première année et 6,3 pour la deuxième, c'est égal à 0,75 fois 0,6. Donc, on a 45 de chance. On a 75 fois 0,4. Et donc, ça nous donne 30 de chance qu'on ait 6 et 6,5 Donc, pour chacune des possibilités, on doit calculer quelle est la probabilité. Alors, la probabilité d'avoir 6 la première année et 6,3 la deuxième année, c'est 75 fois 60 est égal à 45. La probabilité d'avoir 6 et 6,5, c'est 75 fois 0,4 est égal à 0,3. 6,25 et 6 et 30, c'est 0,25, 25 la première année, 60 la deuxième, donc c'est 15 Et qu'est-ce qui reste? C'est 25 40 qui est égal à 10 La somme des 4 probabilités est égale à 1. Si j'ai 6 pour la première année et 6,3 pour la deuxième année, la vanne est égale aux 30 000 qui est investi au temps t est égal à 0. Le 20 000, il est escompté à 6 pour une période. Et le 25 000, il est escompté à 6 pour une période et à 6,3 pour la deuxième année. Donc, de 0 à 1, on a du 6 et de 1 à 2, on a du 6,3. Donc, pour escompter ça, on prend 25 000, on l'escompte du temps 2 jusqu'au temps 1 à du 6,3 et du temps 1 au temps 0 à du 6 Donc, si ça, c'est nos taux d'intérêt, la vanne vaut 11 055. Si ça, c'est nos taux d'intérêt, la vanne vaut 11 013 si ça, c'est nos taux d'intérêt, notre vanne, c'est 10 958. Et si ça, c'est nos taux d'intérêt, on a 10 917 de vanne. Et donc, l'espérance de la vanne, c'est la probabilité, chacune des valeurs possibles fois sa probabilité respective. Donc, 45 fois 11 055, 30 fois 11 013 15 10 958, 10 fois 10 916. Et donc, la bonne valeur est de 11 014 et 24. L'erreur la plus commune, c'est que j'ai eu des étudiants qui ont tout simplement pris la moyenne du taux d'intérêt au dénominateur. Vous allez avoir un chiffre qui est relativement proche. C'est une approximation, mais ce n'est pas la bonne valeur. Alors, c'était quand même pas la bonne réponse. Question numéro 4. X et Y sont indépendants. Alors, ça veut dire qu'il n'y a aucune covariance entre elles. Alors, généralement, quand vous voyez une question comme ceci, ça voudrait dire, c'est surtout pour la variance qui est important. Alors, pour la variance, si X et Y sont indépendants, la covariance ici va être nulle. Donc, X, la vanne suit une distribution normale de moyenne 1 million et d'écart type 200 000. Y, la vanne suit une normale d'espérance 1200, alors de moyenne 1200 et de variance 10 milliards. Alors, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Quelle est la probabilité que la vanne du projet X soit inférieure à 750 000? Alors, X moins la moyenne divisé par l'écart type, ça devient une normale standard. Donc, ça vous permet d'utiliser la table qui est ici. Et notre table standard va de 0 jusqu'à 3 points quelque chose. Donc, si on a un chiffre qui est plus petit que 0, alors si on a un chiffre qui est plus petit que 0, on fait tout simplement utiliser l'identité ici. Alors, la probabilité qu'un chiffre soit plus petit que moins C, c'est 1 moins la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que C, qui va être le cas pour le premier. Alors, la probabilité que la vanne soit plus petit que 750 000, mais c'est la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 750 000 moins la moyenne divisé par l'écart type. Alors, c'est phi de moins 1,25.
phi de moins 1,25, c'est égal à 1 moins phi de 1,25. Et 1,25, on est capable de le trouver ici. Alors, 1 moins phi de 1,25, c'est 1 moins 89,44 %. Donc, 1 moins 89,44 %. Donc, on a 10,56 % de chance que notre vanne soit inférieure à 750 000. Quelle est la probabilité que la vanne du projet Y soit supérieure à 1 150 000, 1 150 000? Alors, la probabilité d'être supérieure à 1 150 000, c'est 1 moins la probabilité d'être inférieure à 1 150 000. Et c'est 1 moins la probabilité d'être plus petit, c'est 1 moins la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 1,15 million moins la moyenne divisé par l'écart type. Ici, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et donc, ça nous donne 1 moins phi de moins 0,5. Alors, phi de moins 0,5, c'est égal à 1 moins phi de 0,5. Alors, phi de 0,5, c'est 0,6915. Donc, c'est 1 moins 0,6915 et donc 0,6915. Quelle est la probabilité que la vanne est entre 950 000 et 1,32 million? Donc, c'est la probabilité d'être plus petit que 1,32 million moins la probabilité d'être plus petit que 950 000. Alors, pour être entre 950 000 et 1,3, alors c'est la probabilité d'être plus petit que 1,3 moins la probabilité d'être plus petit que 950 000. Donc, c'est la probabilité d'être plus petit que 1,3 million, moins la probabilité d'être plus petit que 950 000. Et encore une fois, 1,32 million moins la moyenne divisée par l'écart type, ça nous donne 94,52. 95 000 moins la moyenne divisée par l'écart type, ça nous donne 40,13 %. Et donc, la probabilité d'être entre les deux, c'est 94,52 moins 40,13 %. Et donc, on a 54,39 % de chance d'être entre ces deux valeurs. Quelle est la probabilité que la vanne du projet Y soit inférieure à 1 350 000? Alors, ça, c'est pas une question qui est difficile. Alors, c'est 1 350 000 moins la moyenne 1,2 divisé par l'écart type, qui est la racine carrée de la variance, 10 milliards, qui nous donne phi de 1,5. Alors, question relativement facile. Phi de 1,5, 93,32 %. Quelle est la probabilité que la somme des vannes des deux projets est supérieure à 2 millions? Alors, ici, quelle est la probabilité que X plus Y soit plus grand que 2 millions? Donc, on va revenir à notre feuille de formule. Quelle est la probabilité que X plus Y soit plus grand que 1 million? Donc, on a besoin de savoir quelle est l'espérance de notre nouvelle distribution et on a besoin de savoir quelle est la variance de notre distribution. Alors, quelle est l'espérance de X plus Y? Bien, c'est l'espérance de X plus l'espérance de Y. Alors, c'est 1 fois X plus 1 fois Y plus 0. Donc, c'est l'espérance de X plus l'espérance de Y. La variance de 1x plus 1y plus 0, ben c'est tout simplement 1 au carré fois la variance de x plus 1 au carré fois la variance de y plus 2 fois 1, mais on a dit qu'ils sont indépendants, donc la covariance, elle est nulle. Donc, la variance de x plus y, elle est égale à la variance de x plus la variance de y. Donc, l'espérance de x plus y, ben, c'est la somme des deux. La variance de x plus y, ben, c'est la variance de x plus la variance de y. Il n'y a aucune covariance entre les deux. Et donc, on a une variance qui est égale à 50 milliards. Pourquoi? Parce que la covariance, elle est nulle, c'est indépendant. Maintenant, ça, c'est la variance. L'écart type, ce serait la racine carrée de 50 milliards. Quelle est la probabilité que x plus y soit plus grand que 2 millions? Alors, ça, c'est 1 moins la probabilité que x plus y soit plus petit que 2 millions. Et c'est égal à 1 moins la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 2 millions
moins la moyenne de notre nouvelle distribution, 2,2 millions, moins divisé par l'écart type, qui est de la racine carrée de 50 milliards. Et donc, c'est égal à 1 moins phi de moins 0,89. Phi de moins 0,89, c'est 1 moins phi de 0,89. Et donc, 1 moins 1 moins 0,89, c'est égal à phi de 0,89. Phi de 0,89, phi de 0,89 est égal à 81,33 %. Question 5. Une obligation 4 ans d'une valeur nominale de 1000 $. Oups. Donc, la distribution des coupons annuels. Alors, le coupon au temps 1, le coupon au temps 2 avec sa probabilité, coupon au temps 3 avec sa probabilité et coupon au temps 4. Alors, les coupons sont au numérateur. On va escompter les coupons avec le taux d'intérêt. Donc, on n'a pas de problème. Par contre, les taux d'intérêt sont au dénominateur. On ne peut pas utiliser une espérance pour calculer une vanne. S'ils sont au dénominateur, on doit faire le calcul à la longue. Donc, on a une distribution pour chacun des 4 taux d'intérêt. Alors, la première année, la deuxième année, la troisième année et la quatrième année. Donc, si je reçois la valeur nominale de 1000 $ au temps t est égal à 4, il faut que je l'escompte au temps t est égal à 0. Je vais utiliser le taux d'intérêt de la quatrième année pour escompter du temps t est égal à 4 au temps t est égal à 3. Je vais utiliser le taux d'intérêt de la troisième année pour aller de 3 à 2. Je vais escompter au taux d'intérêt de la deuxième année pour aller de 2 à 1. Et je vais escompter avec le premier taux d'intérêt pour aller de 1 à aujourd'hui. Maintenant, quelle est la valeur actuelle simulée pour une obligation si la série de nombres aléatoires suivante est générée? Maintenant, pour une simulation, si je veux simuler le premier cash flow, le premier coupon, je vais générer un chiffre entre 0 et 1. Donc, entre 0 et 0,2, alors le premier coupon a 20 % de chance. Donc, si j'ai généré un chiffre entre 0 et 0,2, j'ai simulé l'événement coupon est égal à 50,25. Entre 0,2 et 0,23 et plus 0,23, alors entre 0,2 et 0,43, je vais avoir simulé un coupon de 50,50. Entre 0,43 et 0,74, j'ai simulé 50,75. Et entre 0,74 et 1, j'ai simulé la dernière possibilité de 51. Alors, je vais faire ça pour chaque coupon, les 4 coupons et les 4 taux d'intérêt. Et par la suite, je suis capable de calculer quelle est la valeur de l'obligation. La valeur de l'obligation est égale à la valeur escomptée des 4 coupons au taux d'intérêt qui va être simulé, plus le 1000 $ remis au temps t est égal à 4, escompté avec 4 périodes d'intérêt, mais ça va probablement être 4 taux d'intérêt différents. Donc, peut-être un calcul qui est relativement long, mais pas si complexe que ça. Alors, pour 0,538, ça c'est pour le premier cash flow. Alors, le premier coupon, j'ai simulé 0,538. Entre 0 et 0,2, j'ai 50,25. Entre 0,2 et 0,43, j'ai 50,5. Entre 0,43 et 0,74, j'ai simulé 50,75. Même principe pour chacun. Alors, entre 0 et 0,21, entre 0,21 et 0,42, entre 0,42 et 0,68, et entre 0,68 et 1, je vais avoir simulé 54 $. Même chose, troisième coupon. Alors, entre 0 et 5 %, entre 5 et 12, entre 12 % et 93 %, j'ai simulé le troisième coupon, la troisième possibilité. 0,635, alors entre 0 et 0,41, entre 0,41 et 0,73, j'ai donc simulé 54,5. De même pour les taux d'intérêt, entre 0 et 0,3, 0,3 et 0,59. J'ai simulé 4,25 % de taux d'intérêt pour la première année, 0,521, 0,1, 0,1 à 0,25,
0,25 à 0,45, 0,45 à 1, j'ai 4,6. 0,037, entre 0 et 0,16, j'ai 4,65. Et finalement, 0,68, alors entre 0 et 0,21, 0,21 et 0,43, 0,43 et 0,66, et entre 0,66 et 1, j'ai simulé 5,01. Alors, j'ai mes 4 cash flows, j'ai mes 4 taux d'intérêt. Quelle est la valeur de l'obligation? Bien, la valeur de l'obligation, j'ai un coupon au temps T est égal à 1 que je vais escompter pendant la première année à 4,25 %. J'ai un coupon au temps T est égal à 2 de 54 $. De 2 à 1, j'escompte à 4,6 et de 1 à 0, j'escompte à 4,25. J'ai un coupon au temps 3 de 53 et 30. De 3 à 2, j'escompte à 4,65 %. De 2 à 1 à 4,6 et de 1 à 0 de 4,25. Et j'ai un coupon au temps T est égal à 4, mais n'oubliez pas, à la toute fin, je reçois la valeur nominale de 1000 $, donc je reçois 1054,60. J'escompte de 4 à 1 à 5,01, de 4 à 3, je veux dire, de 3 à 2 à 4,65, de 2 à 1 à 4,6 et de 1 à 0 à 4,25. Et donc, je trouve la valeur de mon obligation qui est de 1024,96. Un peu long, mais faisable. Question numéro 6. La fonction d'utilité de la richesse, c'est la racine carrée de x. Donc, important, pour les fonctions d'utilité. Donc, pour les fonctions d'utilité, très important, il faut que ce soit croissant, mais concave vers le bas. Donc, la racine carrée, ça fonctionne. Racine carrée, le logarithme naturel, ça fonctionne. Dans un TP, je pense que j'ai mis x à la puissance 1 tiers, alors la racine cubique. Alors, n'importe quoi qui est concave vers le bas, mais strictement croissante, ça pourrait être une fonction d'utilité. Pourquoi? Chaque dollar supplémentaire nous donne plus d'utilité, de richesse, plus de bonheur. Mais par contre, les dollars subséquents sont moins importants que les premiers. Les premiers dollars, tu es capable de te nourrir et de vivre, et les derniers dollars, tu te payes des croisières et des jacuzzis. Donc, une maison vaut 325 000. La probabilité d'une perte catastrophique. La maison passe au feu et tu perds tout est de 0,5 %. Quel est le montant maximal que serait prêt à payer un individu pour être pleinement assuré si, 1, il est neutre au risque? Alors, lui, il regarde juste la valeur mathématique. Et B, une personne qui est averse au risque. Alors, une personne qui est neutre au risque, il veut tout simplement minimiser, il veut juste, s'il ne prend pas d'assurance, il y a 325 000. Si sa maison passe au feu, par contre, il y a 0. Donc, 325 000 moins une prime payée aujourd'hui devrait être égale à la valeur, à l'espérance de sa richesse si la personne prenait aucune assurance. Donc, avec et sans assurance, je m'attends à avoir le même montant. Avec assurance, j'ai une maison qui vaut 325 000, mais je paye une prime C. Sans assurance, j'ai 99,5 % de chance d'avoir ma maison et j'ai 0,5 % de chance que je perde tout, que j'aille 0. Et donc, je serais juste prête à payer 1625. Alors, c'est tout simplement le coût de l'assurance que je suis prête à payer. Par contre, la plupart des personnes ont généralement des hypothèques. Alors, si on perd 325 000, on doit quand même payer notre hypothèque, mais on n'a plus notre maison. Donc, on n'est pas prêt à prendre ce risque. On est généralement prêt à accepter à payer plus que 1625. Donc, sans assurance, j'ai 99,5 % de chance d'avoir 325 000 et j'ai 0,5 % de chance d'avoir 0. Alors, avec une personne qui est averse au risque, il veut maximiser l'utilité de sa richesse. Donc, sans assurance, j'ai 99,5 % de chance d'avoir racine carrée de 325 d'utilité et j'ai 0,5 % de chance d'avoir 0 d'utilité. Alors, sans mon assurance, je m'attends à avoir 567,23 en moyenne d'utilité de ma richesse. Avec assurance, par contre, j'ai 325, mais je paye une prime
Et quoi qu'il arrive, j'ai 325 000 moins cette prime à la fin de l'année. Quelle est l'utilité de ce montant? C'est la racine carrée de 325 000 moins la prime. Donc, avec assurance, voici mon utilité. Sans assurance, voici mon utilité. Alors, si je résous pour C, je suis prêt à payer 3 250 et 13 sous. Pourquoi? Ici, je veux maximiser ma richesse. La possibilité de tomber à zéro, pour moi, c'est catastrophique. Et donc, tout simplement, je paye la différence. Alors, je suis prêt à payer 2 fois le prix, tout simplement pour m'assurer qu'il n'y a rien qui arrive. Pourquoi? Ici, la personne assume un risque. Il est prêt à vivre avec le risque. Cette personne-là est averse au risque et pas prête à prendre un tel risque de tout perdre et de quand même devoir de l'argent à la banque. Question numéro 7. Alors, ici, ça, c'était l'autre groupe. La fonction d'utilité, c'est la racine carrée de x, encore une fois. J'ai le projet A et j'ai le projet B. Et voici la probabilité de ma richesse et voici la probabilité de ma richesse. Pour le projet B, j'ai une inconnue qui est C. Si la valeur des deux projets est égale, quelle est la valeur de C pour un investisseur qui est neutre au risque? Ça voudrait dire que l'espérance des deux projets devrait être la même. Et pour quelqu'un qui est averse au risque, ça veut dire que l'espérance de l'utilité des deux projets devrait être égale. Donc, quelqu'un qui est neutre au risque. Alors, le projet A, en moyenne, a 4 millions fois 0,5 plus 6 millions fois 0,3 plus 8 millions fois 0,2. En moyenne, le projet A vaut 5,4 millions. Pour le projet B, j'ai 50 de chance d'avoir 4 millions, 25 de chance d'avoir 5 millions et 25 de chance d'avoir C. Donc, si je suis neutre au risque, je serai indifférent entre ces deux projets si la valeur des deux projets, elle est égale. Donc, le projet A est égal au projet B seulement si la valeur de C est égale à 8,6 millions. Si C est inférieur à 8,6 millions, il va préférer A. Si C est plus grand que 8,6 millions, il va préférer B. Pour quelqu'un qui est neutre au risque, il veut que l'espérance des utilités soit les mêmes. Donc, on va faire ici racine carrée de 4 millions fois 0,5 plus racine carrée de 6 millions fois 0,3 plus racine carrée de 8 millions fois 0,2. Et ça nous donne l'espérance de l'utilité du projet A. Pour les projets B, racine carrée de 4 millions fois 0,5, racine carrée de 5 millions fois 0,25, plus racine carrée de C fois 0,25, c'est l'utilité du projet B. Et donc, on va dire que l'utilité du projet A est égale à l'utilité du projet B. Et on va isoler pour notre inconnu qui est C. Donc, si C est égal à 8,797 millions, un investisseur qui est averse au risque va être indifférent entre les deux projets. Alors, le groupe du lundi avait la question 6 et le groupe du mardi avait la question 7. Question 8. Taux comparatif est de 30 %. Les gains capitaux sont taxés à 20 %. Les dividendes sont taxés à du 10 %. Le prix de chaque action est de 45 $. Une compagnie est financée par 300 millions d'actions, 20 millions obligations corporatives 12 ans. Chaque obligation coûte 987,23 et le taux de coupon est de 4,5 %. Donc, verse un coupon de 45 $. La valeur nominale est de 1 000 $. Je devrais ajouter. Donc, un projet d'une valeur de 900 millions d'investissements peut être financé de plusieurs façons. Un rights issue, des bons, des droits de souscription, des obligations convertibles 10 ans ou une émission de capital action et de la dette supplémentaire. Alors, premièrement, quel est le ratio d'endettement de la compagnie? Alors, la compagnie, elle a des fonds propres, 300 millions actions à 45 $. Donc, la valeur des fonds propres, 13,5 milliards de dollars. Et elle a 20 millions obligations au prix de 987,23. Donc, la valeur de la dette, c'est 19 milliards 744 000. Donc, les actifs totaux valent 33,244 milliards de dollars. Le taux d'endettement de la compagnie, le ratio d'endettement, c'est tout simplement la valeur de la dette divisée par la valeur des actifs. 59,39 % de la compagnie, elle est financée par des
de la dette. Et donc, en conséquence, W Common Shares est égal à 40,61%. On va tout simplement l'ajouter. Ce n'était pas dans la question, mais je vais l'ajouter. Quel est le taux d'intérêt que paie la compagnie sur l'obligation? Alors, ça, c'est vraiment, ça, c'était l'examen intra. Alors, il n'y avait pas beaucoup de points ici. Alors, une obligation coûte 900, present value, c'est le prix de l'obligation. Coupon est de 4,5 45 Valeur nominale est de 1000 N est égal au nombre d'années 12. Compute taux d'intérêt, ça nous donne 4,6412 qui est le taux d'intérêt sur l'obligation. CAG, assumer que le projet est financé par des droits. OK, donc pour chaque action existante, combien de nouvelles actions pouvons-nous acheter? Donc, on a des droits de souscription, c'est ça? Le prix de souscription est de 40. Donc, ça veut dire qu'on a besoin un nombre d'actions supplémentaires. 900 millions, c'est le projet. Chaque action qui va être créée est de 40 $. Donc, 900 millions divisé par 40, c'est le nombre de nouvelles actions. Il y en a 300 millions qui existent actuellement. Ça veut dire que pour en acheter une des nouvelles, il faut 300 millions divisé par 22,5 millions. Il faut 13,33 pour acheter une nouvelle action. Donc, pour chaque action existante, on peut acheter 1 sur 13,33 nouvelles actions ou donc 0,075 des nouvelles actions. Quel est le prix de l'action après la souscription? Donc, on a la valeur des actionnaires existants plus la valeur du projet. On avait 300 millions d'actions initialement. On en a créé 22,5 millions nouvelles. Et donc, le prix de l'action va passer de 45 à 44,65. Quelle est la valeur d'un droit? Mais on va de 45 à 44,65 et la souscription elle-même ne crée pas de valeur, ne perd pas de valeur. Donc, c'est comme un dividende. Si tu vends ton droit au lieu de l'exercer, tu pourrais vendre ton droit pour 35 cents. Et ce serait comme un dividende. Et si je ne me trompe pas, c'est un dividende qui est considéré, il est non taxable, c'est perçu comme un remboursement de capital. Si l'investisseur décide de vendre ses droits, quel est le montant d'impôt qu'il paierait? Bien, justement, c'est zéro. La vente des droits, c'est traité comme un remboursement de capital et non des revenus d'intérêt. Que serait le niveau d'endettement de la compagnie après la souscription? Donc, les common shares vont avoir augmenté de 900 millions. La dette demeure inchangée et donc le ratio d'endettement va chuter légèrement. Donc, les actifs vont augmenter de 900 000, mais c'est juste les actions qui vont augmenter. Donc, le taux d'endettement va légèrement baisser et le ratio des actifs va légèrement augmenter. Je vais l'ajouter. Alors, tantôt, on avait du 49, les common shares, le taux d'endettement est allé de... Oups, qu'est-ce qui est arrivé ici? Oh, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur ici. Alors, le taux d'endettement est allé de 59,39 à 57,81. Et donc, 59,39, c'est 41,61. Alors, c'est allé de 41,61 à 40. Alors, les actions ont augmenté de 41,61 à 42,17. Une légère augmentation. Pourquoi des droits de souscription? C'est des fonds propres. HAL, c'est des obligations convertibles. Alors, ça, c'est de la dette. Combien d'obligations sont nécessaires pour financer le projet? Alors, chaque obligation convertible coûte 1006 et 12 et la valeur du projet est de 900 millions. Donc, on a besoin de 894 526 obligations. Quelle est la prime de conversion d'une obligation? On commence par regarder quelle est la valeur de l'obligation sans l'option de convertir. Donc, ce serait la valeur escomptée de 10 coupons de 42,50 et d'une valeur nominale de 1000 $ au temps T est égale à 10. Sans l'option de conversion,
l'obligation vaudrait 969,26. Avec l'option de conversion, elle vaut 1006,12. Et donc, la différence, c'est la valeur de la prime qui est de 36,86. C'est ça. Si le prix de l'action chute, quel est le prix minimal que peut avoir l'obligation? Donc, même si le prix de l'action chutait vraiment bas, la valeur de l'obligation, la prime pourrait pas tomber en dessous de zéro, mais elle pourrait être proche de zéro, mais la valeur de l'obligation en tant que telle ne pourrait pas chuter en dessous de 969,26. Si le prix de l'action ne change pas après l'émission, quel est le ratio d'endettement de la compagnie? Bien, tout simplement, on a 900 millions de dettes supplémentaires. Les actifs ont augmenté de 900 millions, mais c'est juste de la dette. Donc, le niveau d'endettement, elle a augmenté. Et le pourcentage des common shares, elle a chuté de 41 à 39,54%. Question M et N. Assumez que le projet est financé entièrement par une émission de capital action. Ici, on assume que la compagnie maintient sa structure capitale. Je vais mettre ça en noir parce que ça devrait être dans l'énoncé. Alors, ici, on assume que la compagnie maintient tout le temps sa structure capitale. Donc, encore une fois, le taux d'endettement devrait demeurer 59,39%. Ça voudrait dire que 40,61% est financé par des fonds propres et 69,39% est financé par du capital action. Donc, ça voudrait dire que 900 millions fois 40,61% va être financé par une émission de titres. Et le reste, environ 534 510 000, va être financé par de la dette supplémentaire. Si le projet est financé par un SEO, quel est le montant de dette supplémentaire? Ben, c'est justement ce que je venais juste de répondre. Alors, la somme des deux nous donne 900 millions. Et les actifs, encore une fois, vont augmenter de 900 millions, mais 40,61%, ça va être des commons et 534 millions, ça va être de la dette. Alors, le taux d'endettement va demeurer inchangé. Question 9. La valeur marchande d'une action à la fin de la dernière année. Alors, ça, j'ai mis cette question dans vos diapos parce que c'était une belle question. L'action coûte 35,25, c'est la valeur marchande, le prix de l'action à la bourse. Le taux de croissance de la compagnie, de 4%. Le rendement des fonds propres de la compagnie, c'est du 17%. Le dividende versé l'année passée, 3,65. Le taux sans risque est de 2,5 et le rendement attendu du marché est de 9 Quel est le rendement attendu des actionnaires de la compagnie? Alors, le prix d'une action est égal au dividende au temps 1 divisé par I moins G. Le dividende au temps 1, c'est le dernier dividende qui a été versé avec une période de croissance, divisé par I moins G qui est donné 4 et le prix de l'action est égal à 35,25. Donc, les actionnaires s'attendent à du 14,77 Quel est le bêta de la compagnie? Alors, le bêta de la compagnie, le rendement attendu des actionnaires est égal au taux sans risque plus bêta fois la différence entre le rendement attendu du marché et le taux sans risque. Donc, 14,77 est égal au taux sans risque plus bêta fois la différence entre le rendement du marché et le taux sans risque. Et donc, on a un bêta de 1,89. Quel est le taux de distribution de dividendes de la compagnie? Alors, le taux de croissance, c'est égal au ratio de réinvestissement. Alors, c'est le pourcentage du bénéfice net qui est réinvesti dans la compagnie fois le rendement des fonds propres. Le rendement des fonds propres, il est donné, il est égal à 17 mais vu qu'on verse 76,47 en dividendes, on ne retient que 23,53 du potentiel on ne réinvestit que 23,53 de nos bénéfices. Et donc, si on réinvestissait 100 dans la compagnie, on devrait avoir une croissance de 17 Mais vu qu'on paye des dividendes, on ne réinvestit que 23 des bénéfices. Et donc, 23
fois 17 est égal au taux de croissance soutenable de l'entreprise. Quel est le bénéfice par action attendu de la prochaine année? Mais alors, il y a deux façons que vous pouvez calculer ça. Soit que vous calculez le dividende au temps 1 et vous tout simplement vous enlevez le fait combien de bénéfices est-ce qui serait nécessaire pour l'avoir, ou bien vous prenez le bénéfice au temps 0 et vous l'actualisez avec une période. Alors, il y a deux façons qu'on peut le faire. Ici, j'ai pris le dividende de l'année passée, 3,65. Alors, le 3,65 de l'année passée, c'était les profits de l'année passée fois le pourcentage qu'on versait sous forme de dividendes. Alors, on verse 76,47 en dividendes, qui est égal à 3 points. Ça veut dire que l'année passée, les profits étaient de 4,77. Et on prend ce 4,77-là et on le croît à du G%, qui est de 4 et donc 4,96. Une autre façon, on aurait pu tout simplement faire croître le dividende à du 4 et par la suite, on extrapole le bénéfice qui serait nécessaire pour l'avoir. Quelle est la valeur au livre de l'action au début de la dernière année? Alors, la valeur au livre de l'action, ben, c'est tout simplement le rendement des fonds propres est égal au bénéfice net de l'année divisé par le prix de l'action au début de l'année. Et on avait dit que le rendement des fonds propres était de 17 le bénéfice net de la dernière année était de 4,96. De la prochaine année, il serait de 4,96. Et donc, le prix de l'action, la valeur au livre de l'action au début de l'année était de 29,20. Alors, cette question-là était belle, je les ai mis dans les diapos. Question 10. 60 de la compagnie financée par de la dette et le reste par des actions. Je vais même ajouter ordinaire, ça va tout le temps être ordinaire. Le bénéfice total de la dernière année était de 26 millions. Alors, le cash flow, le bénéfice net, 26 millions, ça, c'est des fonds propres. La compagnie distribue 30 de ses bénéfices sous forme de dividendes, donc 70 est réinvesti dans la compagnie. Donc, la compagnie a versé l'année passée 7,8 millions en dividendes. La compagnie désire maintenir sa structure capitale, ça veut dire 60 dette, 40 fonds propres. Si un dividende est versé et que le prix de l'action chute exactement du montant du dividende, qu'est-ce qu'on peut dire sur les taxes? Si le prix du dividende chute exactement du montant, si le prix de l'action chute exactement du montant du dividende, ça voudrait dire que les gains capitaux et les dividendes sont taxés du même montant. Alors, la chute de prix suite à un gain capital et la chute du prix du dividende sont identiques et donc le prix de l'action va chuter exactement du montant du dividende. Alors, on ne va pas préférer un dividende à un gain capital, alors il ne va y avoir pas de manipulation la veille de la clôture, la veille de la journée ex-dividende. Si la valeur des projets d'investissement est de 20 millions, quel est le montant de dette additionnelle requise? 60 serait financé par de la dette, 40 par des fonds propres. Donc, on a besoin de 8 millions de fonds propres. Et vu qu'on a 26 millions en fonds propres, ça veut dire qu'on a le 8 millions qui est nécessaire. Alors, le dividende, si la valeur des projets d'investissement, quel est le dividende résiduel que la compagnie peut verser? Ça voudrait dire qu'après qu'elle a payé ses dividendes ordinaires, elle va financer ses projets, puis s'il reste de l'argent, on pourrait tout simplement verser un dividende résiduel. Donc, on commence par verser un dividende ordinaire de 7,8 millions, 30 du 26 millions. Ça veut dire qu'il reste 18,2 millions en bénéfices non répartis. Alors, sur le 26 millions, il reste 18,2. On a besoin de 8 millions en fonds propres. Et donc, il reste 10,2 millions qu'on peut verser en dividendes résiduels. Et comme ça, on maintient notre structure capitale. Si la valeur des projets d'investissement est de 100 millions, quel est le montant de dette additionnelle requise? Mais c'est 60 qui va être financé par de la dette et le reste va être financé par des fonds propres. Mais on avait juste 18,2 millions qui nous restaient en fonds propres après le dividende ordinaire. On a besoin de 40 du 100 millions va être versé sous forme par des fonds propres et on a juste 18,2 millions en main. Donc, on a besoin de émettre 21,8 millions en titres par un Seasoned Equity Offering, SEO, qui est tout simplement une émission de titres additionnels. Malheureusement, ça, c'est très mal vu par le marché. Alors, il y a un effet de dilution sur les actionnaires ordinaires. Question 11. Fusion-acquisition.
Donc, j'ai l'acquéreur, j'ai la cible. Je vais tout simplement... J'ai l'acquéreur, j'ai la cible et j'ai la compagnie fusionnée. Ouh, ça, c'est pas beau. Ah, ça, c'est mieux. Donc, les trois compagnies payent 30 en impôts. La compagnie acquéreur paye 60 de ses ventes. Les coûts des marchandises représentent 60 des ventes de l'acquéreur et 65 de la cible. La dette de l'acquéreur, 500 000, 400 000 pour la cible et 900 000 pour une compagnie fusionnée. Le rendement de la dette de l'acquéreur, 5 6 pour la cible. Le taux de croissance initial, 15 pour l'acquéreur, 5 pour la cible et 4 pour les deux compagnies par la suite. Les actionnaires de l'acquéreur veulent du 12 les actionnaires de la cible veulent 14,5 Le coût du capital de l'acquéreur est de 8,5 et 9,5 pour la cible. Pourquoi j'ai mis ça? Ben, tout simplement pour confondre les étudiants. Lequel qu'on devrait prendre? Mais encore une fois, pour les fusions-acquisitions, on a besoin du rendement qui va aux actionnaires ordinaires parce qu'on va regarder le vrai bénéfice net. On veut regarder le cash qui reste après que tout le monde est payé. Qu'est-ce qui va aux actionnaires ordinaires? Donc, ça, c'est superflu. Ce n'est pas nécessaire pour les fusions-acquisitions. Donc, on nous donne les ventes, les coûts variables. Je ne sais pas pourquoi ça, c'était en noir parce on aurait pu les calculer. C'est ça, on n'avait pas besoin de cette ligne-là autrement. Les coûts variables, les coûts fixes qui seraient donnés. On est capable de calculer notre profit brut. La charge de dépréciation, on remarque qu'il n'y a aucune synergie pour la dépréciation, c'est tout simplement la somme. Notre bénéfice avant intérêt et impôt, il y a un 100 000 qui a apparu. Notre charge d'intérêt, il y a 4 000 qui a baissé. Alors, il y a des gains de synergie là. Notre bénéfice avant impôt, les taxes, on avait dit que c'était 30 qui nous donne notre bénéfice net. La charge de dépréciation, on la rajoute, qui nous donne notre cash flow au temps T est égal à 0. Par la suite, pour la compagnie, l'acquéreur, on va faire croître pendant 4 années à du 15 notre cash flow. Et par la suite, les cash flows vont croître par du 4 Pour la cible, les cash flows vont croître à du 5 pendant 4 ans et 4 par la cible, par la suite. Alors, probablement que ça devrait être en rouge parce que c'était un calcul. Et on a aussi un calcul ici qui est fait pour la compagnie fusionnée. Alors, OK, alors, c'est tout simplement de trouver où étaient les synergies. Alors, tous les chiffres étaient donnés, trouver les synergies. C'était pour ça. OK, alors, on a la valeur terminale. Et donc, là, on a les 4 prochains cash flows plus la valeur terminale. On peut calculer la valeur de l'acquéreur. Même chose pour la cible. On a la somme des deux. Et on peut aussi calculer la valeur des 4 cash flows plus la valeur terminale pour la compagnie fusionnée. Et donc, la différence entre ces deux, c'est les gains de synergie. Alors, la compagnie fusionnée moins la somme des deux compagnies. Et la valeur max qu'on serait prêt à payer pour la compagnie cible, c'est la valeur de la cible plus les gains de synergie, donc qui serait la valeur max. Donc, tous les chiffres étaient donnés. Il y avait des chiffres qui étaient superflus, par contre. Où sont les gains de synergie? Alors, probablement, alors, si je vois étape par étape, je remarque ici que les coûts variables représentent 60 des ventes de la compagnie fusionnée. Donc, ici, on va de soi pour les ventes additionnelles de la cible. Alors, le 1 million de ventes additionnelles après la fusion, les coûts des marchandises vendues chutent de 5 première synergie là. Les coûts fixes, alors il y a 50 000 de coûts fixes qui ont disparu, ça c'est annuel. La charge de dépréciation, il n'y a rien. La charge d'intérêt, alors on peut voir que la compagnie fusionnée, probablement qu'elle a un gain de synergie. Ici, on ne dit rien sur la dette. Oh ouais, attends, on l'a ici. Alors, on paye 5 sur la dette pour l'acquéreur et on paye 6 pour la dette. On l'a ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que la compagnie fusionnée, elle a 900 000 de dette et elle paye juste 5 en intérêt. Alors, un autre gain de synergie là. Les taxes, il n'y a aucun gain de synergie. La charge de dépréciation, il n'y a aucun gain de synergie. Maintenant, la compagnie fusionnée, si je remarque ici, la croissance, elle a l'air d'être 15 Alors, la compagnie fusionnée,
La cible, on est capable de faire croître la croissance pour les 4 premières années. Et probablement aussi dans la valeur terminale, on va trouver que ben, c'est du 4 pour les deux. Alors, il n'y a aucun gain de synergie ici. Et si on calcule la valeur de l'entreprise, si on le fait avec du 12 on va voir la valeur de l'acquéreur. Si on fait à 14,5 on va voir la valeur de la cible. Mais probablement, la valeur actuelle de tous ces cash flows, si elle est faite à du 12 ça fait augmenter la valeur de la cible. Alors, il y a probablement un gain de synergie ici. Par cœur, je ne suis pas capable de faire le calcul, mais je veux dire, justement, alors, on est capable de voir toutes les synergies que j'ai mentionnées. Alors, on est capable de renégocier la dette, la croissance, la forte croissance de l'acquéreur pendant 4 ans et le coût du capital qui est de 12 qui étaient les 5 synergies qui étaient dans cet exemple. Question 12, fusion-acquisition. Le rendement des bons du trésor, 3 rendement du marché, 10 L'acquéreur. Cash flow de la dernière année. Alors, pas besoin de faire toutes les étapes avant. On vous dit que le cash flow de 0 était de 1 million. Taux de croissance de 20 pendant 4 ans. Taux d'inflation par la suite. Le taux d'inflation, le taux sans risque, c'est le rendement des bons du trésor, 3 Le bêta de la compagnie est de 1. Donc, avec ces données ici, on est capable de calculer le rendement attendu des actionnaires de l'acquéreur. Flux monétaire pour la cible, c'est 50 000. Taux de croissance attendu, 10 pendant 4 ans au lieu de 20 et 3 par la suite. Le bêta de la compagnie, 1,4. Compagnie fusionnée. Le cash flow de la dernière année aurait été de 1,6 million. Taux de croissance serait de 22 pendant 4 ans et le taux d'inflation, 3 par la suite. Bêta de cette compagnie serait de 1,02. Quelle est la valeur minimale et maximale de la cible? Donc, on calcule le rendement attendu des actionnaires. Par la suite, on nous donne les cash flows, on va les projeter au taux de croissance pour l'acquéreur, la cible et la compagnie fusionnée pendant 4 ans. Par la suite, on a un taux de croissance qui est donné. C'était quoi le taux de croissance? Le taux d'inflation par la suite. Alors, 3 par la suite, qui nous permet de calculer le cash flow au temps 5. Et la valeur des cash flows de 5 à l'infini, ce qu'on appelle la valeur terminale, elle est calculée au temps 4, ben c'est le cash flow au temps 5 divisé par I-G, le modèle de Gordon encore une fois. La valeur de tout actif financier est égale à la valeur actuelle des cash flows, qui était le cash flow dans une période divisé par I-G. Donc, si on est au temps 4, c'est la valeur du cash flow au temps 5 divisé par I-G, qui nous permet de calculer la valeur terminale pour l'acquéreur, la cible et la compagnie fusionnée. Et donc, on a la valeur actuelle des 4 premiers cash flows et la valeur actuelle, la valeur terminale au temps 4 nous donne la valeur actuelle de l'acquéreur, de la cible et de la compagnie fusionnée. Et donc, les gains de synergie, ben, c'est la différence entre la somme des composantes et la compagnie fusionnée. La somme des composantes, c'est 32 millions et la compagnie fusionnée, c'est 43 millions. Donc, la différence, 10,598 millions, c'est les gains de synergie. Maintenant, la cible ne va pas accepter rien en dessous de la valeur de la compagnie. Et l'acquéreur est prêt à payer jusqu'à 10,598 millions de plus que la valeur de la cible pour l'acquérir. Donc, la valeur maximale qui serait prête à payer, c'est 17 230 328.